Alors, Jérémy, je crois que le hashtag le plus important a travaillé à une série de propositions sur cette question. Est-ce que vous pouvez nous faire bénéficier du contenu de ces propositions? Bien sûr, merci beaucoup. Et avant de vous bombarder de toute une série de nouveaux droits ou de propositions de loi, comme toujours, il faut partir de l'existant, puisque l'existant est déjà assez riche et son nombre plane depuis le début sur les échanges, c'est le RGPD. D'ailleurs, en nous retranscrivant, avant que nous attaquions cette deuxième partie de nos échanges, vous avez retranscrit une question du public sur l'objectivité de l'algorithme et vous avez fait un choix de vocable que j'ai trouvé lumineux avec le mot finalité. La finalité, c'est la pierre angulaire du RGPD. Si une donnée personnelle est traitée sans une finalité précise, il tombe, il est illégal. Donc, c'est vraiment la pierre angulaire du RGPD et c'est particulièrement pertinent lorsque l'on parle des données traitées par des algorithmes, même si, comme le rappelait Anna, effectivement, il y a des données personnelles d'un côté et les données qui ne sont pas soumises au RGPD de l'autre et qui sont tout aussi pertinentes pour le fonctionnement des algorithmes. Mais comme je le disais, il faut partir de l'existant et notamment avec le RGPD, deux droits qui sont essentiels. D'abord, l'encadrement du profilage avec l'article 4 du RGPD qui dit profilage dit prédiction, l'une des activités favorites de ceux qui mettent en œuvre des algorithmes. Et l'article 22. Cet article 22, c'est celui qui consacre le droit de ne pas faire l'objet d'une décision purement algorithmique. Ce droit, il est très formel. Il est très formel et il n'est pas forcément particulièrement effectif dans le sens où il suffit à l'employeur, quelque part, ou au donneur d'ordre de répondre à son salarié ou son prestataire « Oui, j'ai vérifié la décision de l'algorithme, elle tient debout, entre guillemets, même si accessoirement, je ne peux pas l'expliquer. » Bon, voilà. Il y a aussi cette ambiguïté dans ce droit de l'article 22. Donc, il est facile à désamorcer tel qu'il est dans le texte aujourd'hui. La CNIL elle-même, d'ailleurs, en France, en a conscience, puisqu'elle propose de faire évoluer cet article 22, ce droit, vers un droit à la supervision qui permettrait donc de solliciter un regard de l'employeur ou du donneur d'ordre sur toute une série de décisions algorithmiques. Donc, véritablement, de la supervision. Nous, ce que l'on pense, c'est qu'il est possible d'aller plus loin. Et plutôt que d'un droit défini en creux, le droit de ne pas faire l'objet d'une décision purement algorithmique, on pourrait raisonner en droit positif, positif dans toutes les acceptions du terme, à savoir un droit à la décision humaine, qui pourrait impliquer la mise en œuvre d'un algorithme, mais un droit à la décision humaine, quelque chose défini de manière positive et proactive. Cela responsabiliserait de nouveau l'employeur, cela le conforterait dans son pouvoir de direction, par ailleurs, et cela rassurerait également utilement les salariés ou les prestataires. Ce droit à la décision humaine, il pourrait être mis en avant par l'employeur ou le donneur d'ordre lui-même dans ses process, en amont de la signature du contrat, pendant l'exécution du contrat. Il pourrait trouver sa place assez légitimement dans le code de conduite de l'entreprise, qui est une annexe au règlement intérieur et donc qui a l'opposabilité que l'on sait en droit du travail. Des outils qui, semble-t-il, ont déjà des démarches qui sont proches de ce que Guillaume Tour décrit pour ce qui a été mis en place chez Salesforce, et on ne peut que s'en féliciter, mais c'est quelque chose effectivement qui pourrait être généralisé et il s'agit de sensibiliser les acteurs qui sont moins importants, donc qui effectivement ont un accès moins qualitatif à l'outil algorithmique et aux problématiques éthiques qui encadrent donc ce sujet. Je reviens sur ce mot finalité pour rebondir sur un commentaire d'Anna qui était très réaliste. C'est difficile pour un salarié dans le cadre du RGPD de dire je retire mon consentement, puisque la réponse de l'employeur, on l'imagine tous, elle est assez, il n'y a pas beaucoup de suspense. Néanmoins, il y a cet outil du consentement, mais comme je le disais, il y a aussi celui de la finalité. Et il y a la contre-attaque entre guillemets de la finalité. Et je pense qu'au niveau européen et au niveau national, d'autant plus dans la perspective de la présidence française de l'Union européenne qui se profile, on peut réfléchir à une façon d'utiliser cette notion de finalité à l'aune de l'intelligence artificielle, même si je préfère le terme d'algorithme, puisque concrètement, c'est ni intelligent ni artificiel le jour où nous parlons, mais bref, je pense que cette notion de finalité mérite un nouveau regard pour peut-être une mise en œuvre qui n'a pas encore été envisagée. Donc ça, c'est au niveau du RGPD. Ensuite, je l'ai dit en première partie, mais c'est pour moi également très important, donc je le martèle un peu, l'algorithme, il se greffe sur une relation qui est contractuelle.
À partir de là, certains droits pourraient en découler, là encore en raisonnant par analogie. Par exemple, en droit du travail, dans certains types de contrats, on sait que le contrat de travail n'a pas besoin d'être écrit pour être valable, mais un CDD, par exemple, il va avoir des mentions obligatoires. Il va avoir des mentions obligatoires pour garantir certains droits pour le travailleur. Et là, on peut raisonner de manière plus large que le travail salarié, bien sûr, et englober les prestataires. Donc, il est loisible, en raisonnant par analogie, d'imaginer que certains blocs de code ou séquences de code devraient avoir un caractère obligatoire, de la même manière qu'il existe des mentions obligatoires dans certains types de contrats. Ces éléments de code qui seraient imposés dans la rédaction, si j'ose le mot, dans le codage de l'algorithme, ils pourraient apporter certaines garanties, par exemple l'accès libre et à première demande à certaines informations, la traçabilité de certains calculs, l'accès à l'historique du travail de l'algorithme. Et là, je rebondis sur la deuxième question qui avait été posée entre nos deux parties, traçabilité à défaut de constance, puisqu'effectivement, en deep learning, surtout l'algorithme, il va évoluer. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser d'ailleurs, revenir sur le RGPD, et pour contrer cette problématique de disparition dans le temps de la transparence, est-ce qu'on ne peut pas utiliser, dans une acception large, la notion du RGPD d'interopérabilité pour justement qu'on ait au moins cette traçabilité à défaut de la constance, et sinon viser la constance quitte à ne jamais l'atteindre. Mais après, il est logique techniquement, effectivement, que l'algorithme en évoluant ne donne plus forcément les mêmes résultats. Donc, garantir des droits tels que l'historique des calculs, un log, tout cela par la forme, par exemple, de blocs de code qui auraient un caractère impératif, à l'image des mentions obligatoires de certains contrats. À l'opposé du spectre, et toujours en raisonnant par analogie avec le droit des contrats, on a le droit de la consommation en droit français qui permet au juge de s'inviter dans le contrat, de considérer que certaines clauses, par leurs effets délétères, sont abusives. C'est ce qu'on appelle en droit français les clauses léonines, des clauses que l'on va réputer non écrites, que l'on va écarter de la relation contractuelle en continuant d'appliquer les autres clauses qui, elles, sont inoffensives. Est-ce qu'on peut, là encore, raisonner par l'analogie? Moi, je le pense, et donner ce pouvoir au juge, ce qui implique, soyons francs, de résoudre en amont la question de l'intelligibilité, mais de donner ce pouvoir au juge de réputer non écrite ou inapplicable à la relation certains blocs de code de l'algorithme qui auraient des effets délétères. Là encore, je parle sous réserve d'une analyse plus poussée avec les data scientists et data engineers qui vont justement permettre de dire à quel niveau il faut intervenir entre l'algorithme, le code, le set d'apprentissage. Donc, voilà, les clauses léonines ont leur équivalent en matière de code, et on peut donner le pouvoir nécessaire au juge, selon moi, pour actionner des droits individuels à ce niveau-là. L'employeur, par ailleurs, toujours en termes de droits individuels, il peut être tenu à un outil contractuel que l'on connaît bien, c'est le devoir pré-contractuel d'information. De la même manière, cela peut prendre la forme du document que j'évoquais dans la première partie, un document qui serait exhaustif et opposable à son émetteur, et qui présenterait tous les effets de la mise en œuvre de l'algorithme sur la relation contractuelle, encore une fois qu'elle soit salariée ou que l'on soit en présence d'un donneur d'ordre et d'un prestataire. Là encore, j'ai eu le plaisir d'écouter Guillaume Tour qui nous décrivait un instrument qui semble se rapprocher de cette recommandation et qui serait déjà en vigueur chez Salesforce, donc c'est tout à fait louable, mais c'est quelque chose qui pourrait être généralisé, qui pourrait être être imposé. Voilà pour les droits individuels. Maintenant, pour les droits collectifs, l'algorithme, le modèle, le set d'apprentissage, les conditions d'entrée et de sortie, soyons larges, tout cela devrait pouvoir faire l'objet, devrait pouvoir être des thèmes du dialogue social. Ce qui implique de poser la question, là encore, l'ombre du dialogue social des plateformes plane sur les débats depuis un moment, on ne peut pas l'éluder. Voilà, le dialogue social, il est en train d'être mis en œuvre en France également pour les travailleurs de plateforme, et là encore, plus que jamais, il n'y a aucune raison de limiter la réflexion à la relation salariée historique telle qu'on la connaît tous. Ensuite, en termes de droits collectifs, et là encore, j'avais commencé à lever le voile là-dessus dans la première partie, les droits collectifs peuvent prendre la forme de la possibilité pour les représentants du personnel de désigner un data scientist ou un data engineer qui va auditer l'algorithme appliqué à la collectivité des salariés. Et là encore, on ne fait que raisonner par analogie avec quelque chose qui est déjà en place et qui ne pose pas de problème, notamment pas de problème de confidentialité, puisque les représentants du personnel ont d'ores et déjà la possibilité de solliciter l'avis d'un expert, tel qu'un expert comptable, sur certains comptes, certaines parties des comptes de la société. Et cela ne fait plus frémir quiconque depuis longtemps, c'est rentré dans les mœurs et en plus c'est aux frais de l'employeur.
Donc voilà, là encore, le raisonnement par analogie est possible et les droits collectifs peuvent être entérinés de cette manière. Je reviens par ailleurs sur ce que disait Angèle. Par ailleurs, dans un cadre d'emploi traditionnel avec un contrat de travail, on peut effectivement faire une application entre guillemets bête et méchante de toute l'évolution, toute la construction jurisprudentielle de garanties individuelles qui existent, depuis la jurisprudence Nikon sur la surveillance et avec toutes ses déclinaisons, la protection de la vie privée, la discrimination et les 3000 pages de défiance du Code du travail. Je retire le mot défiance. Les 3000 pages du Code du travail peuvent effectivement s'appliquer à la relation finalement tripartite que l'on a désormais entre un salarié, un employeur et un algorithme qui chapeaute cela. Voilà.